Alors, on va attaquer la deuxième partie de la présentation. Voilà, donc le parc est animateur de 4 sites Natura 2000 sur son territoire, 3 au titre de la directive Habitat et 1 au titre de la directive Oiseaux. Alors, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont ceux qui concernent les marais du Cotentin et du Bessin et la BDV, qui sont désignés au titre des 2 directives. Alors, il y a quelques petites différences de périmètre entre les deux, mais c'est vraiment minime. C'est ce sur quoi on va se concentrer dans cette présentation. Donc voilà le territoire. Donc vous voyez les différences donc sont désignées au titre de la directive Oiseaux, la tourbière de Botte, la carène de Fréville et ce qu'on ne voit pas à cette échelle-là, des petits bouts des hauts de plage ici. Alors, les forces en présence, les habitats d'intérêt communautaire présents sur le territoire. Alors, je ne vais pas vous les détailler un par un, mais simplement les grands ensembles. Vous voyez, en rose ici, ce sont les végétations qui se développent sur les tourbes. Donc, ça peut être des prairies tourbeuses, voire carrément des tourbières qu'on peut avoir encore à la Censurière, dans les marais de la Censurière. Un deuxième grand ensemble, ce sont les prairies mésohygrophiles de Foch. Alors, mésohygrophiles, un terme barbare ou scientifique, comme on veut, qui désigne les prairies moyennement humides. Donc, on va trouver plus sur des terrains un peu plus secs que les tourbières. Donc, dans les polders, un petit peu la vallée de la Vire, les marais de la côte Est. Et un gros paquet d'habitats littoraux, des prés salés ici en bleu, et les vasières de la BDV. Ici en rouge, on a un petit bout de l'estran rocheux du platier de Grand Cormézy, là, qui se poursuit ensuite par là-bas. En gris, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'habitat d'intérêt européen, mais qui n'ont pas été cartographiés. Parce que là-dedans, on va trouver dans ce gris des végétations aquatiques de fossés notamment, que l'on n'a pas cartographié complètement parce que c'était un travail colossal que de faire ça. Donc, mais on sait qu'ils sont là, répartis sur l'ensemble du site. On a évalué à plus de 2000 km le réseau de fossés de l'ensemble des marais. Voilà quelques images, donc cette fameuse végétation aquatique. Il y a dans ces fossés, on a une espèce d'intérêt européen, le fluto d'Agen, voilà, une petite fleur blanche ici, qui aime bien les fossés pas trop envahis. Différents types de prairies, voilà, avec des choses un peu moins agricoles, hein, des zones de grandes herbes ici, des zones un peu aquatiques, amphibies, et puis une ribambelle d'espèces également, hein, du très petit avec le vertigo de Desmoulins, un petit escargot qui fait quelques millimètres qu'on va trouver dans les zones de grandes herbes tourbeuses, à des animaux beaucoup plus gros comme la loutre, le saumon. Alors les poissons migrateurs, hein, vous les avez, il y en a 2 ici en photo, il y a 4 espèces. Alors on a quelques frayères à l'amont des marais, mais les principales frayères sont au-delà du site Natura 2000. Les oiseaux, bien sûr, hein, donc là vous avez quelques exemples d'oiseaux nichant au sol. Donc le vanneau huppé et le pipi de farlouze préfèrent les prairies pâturées, et donc des végétations assez rases, avec des touffes un peu disséminées. Puis il y en a d'autres qui vont plutôt favoriser les prairies de fauche, comme le tarier des prés.
Certains vont chercher des zones de végétation plus hautes, alors soit des prairies fauchées de manière un peu plus irrégulière, des roselières, des bords de fossés, donc on a Buire cendrée, la gorge bleue, Orient des roseaux. Et puis certains vont nicher essentiellement en périphérie, hein, comme la cigogne ou le héron garde-bleu, mais vont venir s'alimenter fortement dans les marais. Donc ça, c'est pour les oiseaux nicheurs. On est également sur un couloir de migration très important entre les quartiers de nidification et notamment ceux qui sont très importants en Scandinavie, Russie, etc. Et donc à mi-chemin vers les quartiers d'hivernage qui peuvent commencer dans le nord de l'Europe, mais qui vont s'étendre jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, on a des effectifs très importants, notamment de canards, qui vont s'arrêter soit quelques heures, quelques jours pour refaire le plein avant d'aller plus loin, soit vont venir passer l'hiver chez nous. Et dans ce cas-là, ils utilisent ce qu'on appelle des remises, donc des endroits relativement tranquilles pour passer la journée, et ils vont sortir la nuit, s'alimenter sur les marais inondés. Voilà. Si on passe au volet littoral, donc je vous ai dit les prés salés, les vasières. On a quelques dunes, alors qui ne sont peut-être pas aussi majestueuses que celles de la côte ouest du Cotentin, mais elles sont là. Un habitat qui passe souvent inaperçu, c'est les végétations des hautes plages, donc des végétations souvent annuelles qui se développent sur le haut de plage en profitant de la décomposition de la laisse de mer. Voilà. Le littoral, bien sûr, accueille des animaux, donc la seconde colonie française de phoques vaudmarins en termes d'importance numérique. Donc, ce sont des animaux qui, bien sûr, ne sont pas cantonnés à la BDV, mais on voit que cette BDV joue un rôle quand même prépondérant dans le cycle de vie de ces animaux. Et puis des oiseaux, hein, avec le même schéma que pour les canards, des contingents très importants de limicoles, donc les oiseaux qui aiment la vase, hein, c'est la famille des bécasseaux, pluviers, gravelots, courlis, huîtriers, barges, etc. Donc qui viennent passer l'hiver ou simplement faire une halte migratoire. Alors parmi cette famille des limicoles, on en a un, le gravelot à collier interrompu, qui est d'ailleurs très peu présent l'hiver, qui lui va venir nicher sur le haut de nos plages. Alors soit dans la laisse de mer, soit sur les cordons de galets ou directement sur le sable. Alors bien sûr, on est en présence de milieux qui sont utilisés, qui ont été aménagés de longue date par l'homme. Et l'usage majeur en termes de superficie, c'est bien sûr l'agriculture. Donc on a 1862 exploitations qui déclarent au moins une parcelle à la PAC sur le site. Ça représente 82% de la superficie terrestre du site. Et l'usage majoritaire, c'est bien sûr la prairie, prairie de fauche et prairie pâturée, et aussi parfois un mix des deux. On a quelques cultures, mais qui sont très localisées dans les polders et singulièrement le long de l'estuaire de la Vire, que ce soit en rive droite ou en rive gauche. Alors, on a un enjeu qui nous attend, c'est celui du renouvellement de ces exploitations, parce que la population agricole est relativement âgée. C'est pas un scoop, mais elle est encore plus à l'échelle de notre territoire qu'à des échelles plus globales. Donc voilà des données récupérées auprès de la MSA, et donc on voit que à l'échelle du territoire du parc, on a une proportion plus importante d'exploitants qui vont être en âge de céder leurs exploitations
dans une perspective relativement proche. Voilà, donc il y a forcément des questions qui vont se poser sur la reprise de ces terres et bien sûr les terres de marée qui ne sont pas forcément les plus prisées, même si elles ne sont pas dénuées de toute qualité. On y reviendra dans le cours des discussions. Un deuxième usage, alors qui pour le coup en termes surfaciques est extrêmement ponctuel, mais qui est néanmoins complètement stratégique, c'est la production d'eau potable. Il y a plus de 13 millions de mètres cubes qui sont pompés dans les aquifères qui sont sous les marais du Cotentin, dont près de 9 millions 3 pour le seul aquifère de l'isthme du Cotentin. Alors l'aquifère de l'isthme du Cotentin, c'est celui qui est contenu dans les sables qui sont vraiment sous le marais. Il y a d'autres aquifères, mais qui sont moins directement liés à la zone humide. Donc on s'est aperçu, grâce à des études dans des contextes perturbés, que cet aquifère des sables, cet aquifère de l'isthme du Cotentin, jouait un rôle majeur dans l'alimentation des tourbes. Alors certes, la pluie, le débordement des rivières, le ruissellement amènent de l'eau dans les marais, mais en proportion, l'alimentation majeure vient par le dessous. Et si on vient à réduire cette alimentation par le dessous, par cette nappe des sables, et ben on va complètement perturber le fonctionnement de la tourbe. Alors une tourbe, qu'est-ce que c'est, hein? Petit rappel, une tourbe, c'est de la matière organique qui ne s'est pas décomposée parce qu'elle s'est retrouvée submergée par de l'eau qui n'était pas oxygénée, donc des eaux stagnantes. Si on enlève cette eau, l'oxygène va pouvoir arriver et les petites bestioles qui décomposent la matière organique vont pouvoir faire leur boulot. Et donc la tourbe va petit à petit se décomposer. On dit qu'elle se minéralise. Et ça se traduit par tout simplement une réduction du volume de cette tourbe. C'est d'ailleurs en observant ces affaissements de tourbe qu'on a commencé à se poser la question de l'alimentation. Et du coup, ben voilà, si on prend l'eau qui est dessous, et ben forcément, elle ne va pas alimenter la tourbe. Donc ça pose un problème en termes de conservation de la biodiversité des tourbes. Ça peut aussi poser des problèmes en termes d'usage agricole parce que ces zones-là deviennent extrêmement séchantes et n'ont plus de très grande valeur agronomique. Et ça en pose également une en termes d'émissions de gaz à effet de serre parce que la matière organique contient du carbone. Et quand on va, les petites bestioles, les décomposeurs, quand ils vont commencer à boulotter cette matière organique, ils vont relarguer du CO2. Et on sait, voilà, il y a des études qui ont montré qu'il y avait un lien très très net entre le niveau d'eau au sein des tourbes et leur émission de gaz à effet de serre. Donc plus la tourbe reste saturée en eau, moins elle émet de CO2. Il se trouve que les marais du Cotentin, c'est un énorme gisement de tourbe et donc de carbone. Voilà, on évalue à 412 millions de mètres cubes de tourbe, donc avec parfois des épaisseurs pouvant atteindre une dizaine de mètres. Et donc ça nous ferait un stock de carbone qui représenterait l'équivalent de environ 1% du carbone contenu dans les sols français, pour seulement 0,015% de la surface. Alors la comparaison n'est pas complètement
valide, hein, parce que pour les sols, on ne tient compte que des 30 premiers centimètres, alors que pour calculer notre stock de carbone dans les marais, on est allé chercher toute la profondeur. Mais c'est juste pour marquer un peu les échelles et les proportions. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la seconde partie, et dans une troisième vidéo, je vous présenterai quelques exemples d'actions mises en œuvre sur le territoire. Alors,